Aujourd'hui, je vis dans un monde où ce qui divise les gens semble plus important que ce qui peut les rassembler. En fait, j'ai peur de ce monde qui a peur. La question n'est pas de savoir si nous allons pouvoir vivre ensemble. La question de savoir comment nous allons vivre ensemble. Parce que je veux garder espoir, je suis parti à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui luttent contre le repli sur soi et le rejet de l'autre. Beaucoup de gens me demandent, mais comment est-ce que tu peux traiter avec des gens qui ont tenu des armes et qui ont peut-être tué quelqu'un? Je dis parce que je juge pas. C'est tellement simple et en même temps tellement difficile. Syriens, Palestiniens, Libanais, ça ne fait rien pour nous. C'est un patient, c'est un être humain, un point à la ligne. Il faut toujours vivre amiable, de vivre avec communauté. Nous devons repenser le monde, un monde où chacun a sa place, sa dignité. Aux quatre coins de la planète, j'ai découvert un mouvement qui repense notre monde. It's not about big things. It's not about politicians. It's not about United Nations. It's about the people, about whose lives this is. I was afraid of Muslim people. I was afraid of people with long beards. And in 10 days, all of that, it was gone. I think that fear comes from ignorance. Go find somebody who is different from you. It will open up a whole new world to you. Tout le monde est famille. On est tous égaux, amul problème. Oui, bonsoir. Votre film, en fait, donne comme exemple des initiatives personnelles, finalement, des gens qui créent des associations, qui créent des actions, des dynamiques, etc. Et j'ai envie de dire, la politique dans tout ça. Est-ce que vous auriez pu prendre des exemples qui émanent d'une décision politique dans un pays qui puisse provoquer une dynamique, etc., un petit peu comme le font les associations. Parce qu'effectivement, la politique, on le sait, ça fait quand même beaucoup de dégâts, mais est-ce qu'il y a des raisons d'espérer de ce côté-là? Oui, bah absolument. Ici, d'abord, merci pour la question. Et c'est vrai que c'est un parti pris de réalisateur d'avoir choisi de montrer du bottom-up plutôt que du top-down. Voilà. Mais effectivement, j'aurais pu prendre des exemples de pays ou d'organisations internationales. Je pense aux Nations Unies, où il y a une institution qui s'appelle les Alliances pour les civilisations, qui prône grosso modo les valeurs montrées dans le film. Je pense au pays d'origine, la Belgique, d'où je viens, qui a une loi qui prône la mixité dans les écoles, où 20% des écoles ne doivent venir d'univers différents du bassin où se trouve l'école. Donc voilà, il y a plein d'exemples. À un certain moment, il faut faire un choix. Et c'est un parti pris de montrer des citoyens qui, à un certain moment, se lèvent et décident que le monde dans lequel ils vivent, voilà, il n'est pas acceptable, et ils décident de faire le pas vers l'autre. Et je crois que de montrer ces actions citoyennes conforte l'idée que les associations ne servent pas à rien. Je veux dire, il y a des centaines, des milliers d'associations, et maintenant je parcours la France depuis quelques jours. J'étais à Pau, à Limoges, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille, etc. Et c'est fantastique de voir le bassin d'associations que vous avez qui prônent des valeurs défendues ou proches des valeurs défendues ou prônées dans ce film. Donc voilà, c'était un parti pris de montrer un bottom-up plutôt qu'un top-down, mais ça aurait pu être un autre film. Voilà. Ce ne sera pas un deuxième film, ça aurait pu être. Merci pour la question. Madame. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question plus par rapport à votre parcours et sur qu'est-ce que vous avez fait après ce film. Est-ce que vous êtes revenu prof? Enfin, et ça a été quoi l'après de ce film? Donc je vais rentrer dans une psychanalyse. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'après de film, parce que le film, l'après de film, c'est dans quelques mois. C'est-à-dire que
faire un film comme ça, surtout que c'est un premier film et ce sera probablement le seul film que je ferai dans ma vie, ça prend une énergie folle. Ça fait 3 ans et demi que je travaille sur ce projet. Maintenant, il est sorti en octobre en Belgique dans différents festivals, etc. Maintenant, il sort à l'international. Et donc, mon travail depuis 3 ans et demi, c'est le film. Et donc, maintenant, j'accompagne sa sortie. Et après, je sais pas, la page est blanche pour après. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement prenant. Et c'est vrai que on sort pas indemne de ce genre de rencontre, de ce genre de voyage, parce qu'il y a toutes les personnes qu'on voit pas dans le film, qu'on a rencontrées, qu'on a filmé aussi, parce que j'étais une première fois en 2018 en repérage dans ces différents pays avec juste un caméraman, on était juste 2. Et donc voilà, on est rentré avec 31 histoires inspirantes, et de ces histoires, il a fallu faire un choix, donc c'est toujours un peu douloureux de faire des choix. Et voilà, donc ce qui est après, je sais pas encore. Donc je suis pas revenu enseignant et probablement que je ne tournerai pas dans l'enseignement, bien que les élèves me manquent énormément. Et vous avez eu une autre vie avant la vie d'enseignant. Oui, ça c'était avant, jusqu'en... Alors je regarde le public va grosso modo comprendre de quoi je parle. Jusqu'en 2009, j'étais chef d'entreprise. Et puis en 2009, j'ai eu la crise de la 40 ou de la cinquantaine. C'est pour ça que je dis, grosso modo, vous allez comprendre de quoi je parle. Et donc, pour les plus jeunes, ça veut dire qu'à un certain moment, on se rend compte qu'on a moins de temps devant soi que de temps derrière soi. Et donc, on se pose des tas de questions sur qu'est-ce qu'on va faire du reste de sa vie. Et donc, voilà, moi, j'ai adoré diriger des entreprises, mais en 2009, je me suis dit, voilà, il faut passer à autre chose. Et je suis devenu enseignant à Molenbeek pendant 5 ans pour découvrir ce que c'était la réalité du métier de prof, qui est absolument fantastique. Ce que c'était aussi la réalité d'être belge, issu de l'immigration maghrébine, qui sont pour moi des perles rares. Ces élèves, ce sont des diamants bruts qui ne demandent qu'à percer, quoi. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Un grand merci pour votre film. J'ai beaucoup de sensibilité et d'émotion qui se dégagent de ce film. Merci. Et une notion d'humanité à travers ce film. Et je voulais vous demander justement cette sensibilité à l'autre, cette sensibilité humaine, elle est née progressivement au fil de vos activités, de votre avancée dans la vie, ou est-ce que vous avez toujours eu cette sensibilité-là et le goût de la rencontre de l'autre? C'est vraiment un psychanalyse ce soir. Comment me dévoiler sans me dévoiler? Non, c'est quelque chose qui progresse. Je veux dire, quand j'étais dans le monde de l'entreprise, quand j'étais chef d'entreprise, j'étais très très différent. Donc c'est quelque chose qui évolue par la rencontre avec les gens. Je crois qu'il y a plusieurs évolutions qu'on peut connaître, et ce qui est bien dans la vie, c'est que ces évolutions, on peut les connaître à tout âge. Donc c'est bien que rien n'est figé. Je vais aborder un autre point d'une autre question qui va probablement arriver à un certain moment, qui est la question de la religion. Pourquoi avoir choisi l'angle religieux? On pourra en parler dans un moment. Mais même par rapport à ce point de vue-là, moi j'étais athée, donc je n'ai pas fait ce film porté par une conviction, mais la rencontre avec le monde de la spiritualité, ces gens qui croient profondément, il y a tout de même 6 milliards de gens sur Terre qui croient, donc on ne peut pas complètement les ignorer. Je suis probablement passé dans un stade d'athée à agnostique. Voilà, donc comme quoi il y a des évolutions qui peuvent se faire à tout moment. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, toutes les personnes que vous avez rencontrées, vous les avez revues depuis, ou vous n'avez pas eu l'occasion de les revoir? Ça, c'est ma première question. Oui. Et ça y est, je me souviens plus de ma deuxième question, donc elle me reviendra. Mais, c'est mieux qu'elle vous revienne, parce que sinon moi je vais oublier la première et la deuxième aussi. Donc est-ce que oui, je ne les revois pas, mais on est en contact très fréquemment par WhatsApp. À l'heure actuelle, c'est très facile de parler bosnien, indonésien, arabe, etc. Donc oui, je reste en contact avec eux, alors je dis pas quotidiennement, mais en tout cas tous les 15 jours, surtout maintenant qu'il y a la sortie du film, donc je leur envoie des petites images de ce qui se passe, etc. Donc j'ai eu Nujema en ligne, elle là, la jeune fille chrétienne d'en Indonésie a encore réagi à un WhatsApp hier, le docteur Jamal, je l'ai fréquemment sur WhatsApp. Oui, je garde des contacts avec toutes les personnes qu'on a vues là. La révérende Vicky à Brookville a fait sa présentation à New York dimanche soir, donc elle m'a envoyé des photos de la présentation. Voilà, donc oui, les contacts. Parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, on est allé une première fois les voir, puis une deuxième fois, donc on tisse des liens avec ces personnes. Donc et puis
pour parvenir à avoir un dialogue avec eux, il faut prendre le temps aussi de se poser un petit peu, même si on allait sur place uniquement entre 10 et 15 jours, donc c'est tout de même assez rapide, c'est des tournages assez concentrés. Il faut tout de même prendre le temps de parcourir un moment avec eux avant qu'ils puissent commencer à vraiment se livrer, quoi. Donc, bon, j'ai retrouvé ma deuxième question. C'est bien, ça va me permettre moi aussi de... Et ce que je voulais savoir, donc vous avez dit que vous avez eu 31 magnifiques témoignages et parcours de vie. J'imagine que ça a dû être extrêmement difficile de réussir à faire le tri. J'aime pas ce mot, mais c'est le seul qui me vient. Est-ce que vous envisageriez, dans un deuxième temps, de reprendre tous ces autres témoignages pour en faire un tome 2 quelque part? Non, je vais pas le faire. Encore une fois, ça demande énormément d'énergie de faire ce genre de projet. Donc, non, il n'y aura pas de top 2 et les 31 histoires, elles sont là pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre se sent l'envie de faire un top 2. Il y a peut-être quelque chose que je vais peut-être faire. Il y a un pays qui est passé à la trappe, carrément. Il y a le Tatarstan. Le Tatarstan est une des républiques de Russie. On est allé tourner là-bas une histoire fantastique. C'était l'histoire d'une famille musulmane assez pauvre dans la banlieue de Kazan, ou Kazan, qui est la capitale du Tatarstan, et qui avait adopté 13 enfants. 13 enfants et musulmans et chrétiens, etc. Donc on les avait accompagnés dans leur vie. Et puis au moment du montage, on s'est rendu compte que l'histoire, dans les 4 chapitres, on ne trouvait pas sa place. Et voilà, on a dû prendre la décision de passer le Tatarstan à la trappe. Peut-être qu'on va faire un jour un 26 minutes juste sur cette famille. Donc voilà, s'il y a un peu d'énergie à un certain moment, peut-être qu'on le fera. Voilà. Oui, madame. Attendez, parce qu'il y a un monsieur qui avait le micro, je crois. Voilà. Comment est-ce que vous les avez trouvés, ces gens-là? Comment vous avez été mis en relation avec eux? Est-ce qu'on vous les a présentés? C'est assez mystérieux quand même. Je pense aux 2 petites filles notamment. C'est incroyable d'être tombé sur ces petites perles. Oui, mais alors j'ai une équipe de 543 personnes qui travaillent pour moi un peu partout. Non, je plaisante. Non, c'est beaucoup de travail. C'est un travail de... on commence comme tout le monde commence ses recherches, c'est-à-dire qu'on va d'abord sur Google. Et sur Google, on trouve d'abord les pays. Alors j'étais parti sur 25 pays, parce qu'il y a des pays fantastiques, il y a l'Éthiopie, etc., où on aurait pu aller. Il y a des pays où j'ai pas eu les autorisations d'aller tourner. Et puis donc, il faut faire un choix. Je voulais des pays qui aient connu la guerre, des pays qui aient connu la pêche, des pays un peu partout dans le monde. Donc une fois qu'on s'est fixé sur les pays, donc la Bosnie, l'Indonésie, le Liban, le Tatarstan, le Sénégal et les États-Unis, il faut trouver les histoires. Là, on retourne sur Google. Et une histoire en amène une autre, et puis on commence à tirer des fils. Et c'est des mois et des mois de tirer des fils pour contacter et trouver des histoires qui nous semblent intéressantes, contacter ces gens, et encore une fois, grâce à WhatsApp ou d'autres traducteurs instantanés, on parvient à communiquer assez facilement avec ces différentes personnes, leur expliquer le projet. Certains adhèrent au projet, certains n'adhèrent pas au projet. Et puis, on prend des rendez-vous. Et donc, en 2018, j'ai été voir ces personnes pour, valider leur histoire, voir que ce qu'ils me racontaient était conforme à la réalité, qui passait aussi bien à l'écran. Voilà, il faut des gens qui soient un petit peu intéressants aussi à voir. Et puis voilà, maintenir une relation avec eux et revenir avec ces 31 histoires, puis faire le choix, etc. Donc voilà, c'est un travail de recherche qui prend beaucoup de temps, mais c'est un travail très agréable. Et un documentaire, ça commence par de l'écriture, en fait. Il y a beaucoup d'écriture dans un documentaire, donc tout s'écrit avant, et puis tout se réécrit après, parce qu'évidemment, c'est pas comme un film de fiction. Une scène qu'on a imaginée, la réalité, je sais pas ce qu'il va me dire. Donc il faut la réécrire au moment du montage. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci tout d'abord pour ce film magnifique. Je voudrais rebondir sur votre réponse à la première question sur la politique, où vous avez dit la politique, j'ai cru comprendre, la politique est top-down, et vous avez fait le choix avec de l'associatif d'être bottom-up. Et j'ai le souvenir, il y a quelques années, de la Nuit des idées au Quai d'Orsay, d'entendre, et ça m'est resté dans ma mémoire, Pierre-Rosan Vallon nous dire comme ça, la politique, ce n'est pas que mettre un bulletin de vote, c'est la volonté de faire société commune. Vous avez mis beaucoup l'accent dans votre film sur la spiritualité. Est-ce que faire société commune, c'est pas quelque part mettre en valeur la spiritualité qui est en nous? Est-ce que c'est pas un peu aussi ce qui nous manque globalement?
Alors, je vais vous expliquer le choix de la mise en avant de la spiritualité et de la religion. Et puis après, je vais marcher sur des œufs parce que je suis dans un pays laïque, donc je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire ou pas. Donc, pourquoi avoir pris l'appartenance religieuse comme élément d'identité? Parce qu'il y a plein d'autres appartenances qu'il faut notre identité. Ça aurait pu être notre couleur de peau, ça pourrait être notre langue, notre genre, notre milieu socio-économique, notre origine culturelle, etc., etc. Et c'est vrai qu'au moment de l'écriture, au départ, j'étais parti sur d'autres types d'appartenance. Par exemple, je partais au Rwanda et je partais sur les conflits ethniques et les réconciliations ethniques. Et puis, je me suis rendu compte que je me perdais et que, à l'heure actuelle, même dans une société laïque, comme l'est la France, la Belgique n'est pas un pays laïque, c'est un pays neutre, c'est un petit peu différent, mais c'est pas complètement différent. L'élément religieux reste l'élément qui est le plus clivant à l'heure actuelle. C'est encore celui qui crispe, qu'on le veuille ou pas. Je regardais le débat au présidentiel Macron-Le Pen, il y a tout de même eu 22 minutes sur le port du voile. Je dis, wow, 22 minutes sur le port du voile. Donc voilà à quel point les éléments sont crispants. Je lisais les annonces du journal et je voyais la décision qu'a pris le maire de Grenoble d'autoriser les burkinis dans les piscines. Tollé en France. Et donc voilà, c'est intéressant. Alors la question n'est pas de débattre si on est pour ou contre le port de burkini dans les piscines, c'est simplement de montrer à quel point l'élément religieux est encore un élément de notre identité qui pose problème à l'heure actuelle. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi cette identité ou cette appartenance-là. Maintenant, j'espère que le film dépasse cette identité religieuse, parce que en fait, le film parle de faire le pas vers l'autre, quel que soit mon autre. Et l'autre est celui dont j'ai peur, de façon globale. Et donc quand je présente ce film dans des lycées, et heureusement il tourne pas mal dans les écoles, très rapidement, les jeunes partent vers d'autres types de conflits qu'ils peuvent avoir, qui sont des conflits de couleur de peau ou pas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, plus ou moins. L'élément de spiritualité, donc votre question, c'est de savoir si l'élément de spiritualité devait avoir plus de place ou pas dans notre société. Alors, en fait, il y a deux grandes écoles en Europe. Il y a l'école française et l'école anglo-saxonne. Pour faire très simple, hein. Et je ne suis pas un spécialiste de la matière, mais simplement je vois. Il y a un pays comme la France qui a une loi de 1905 sur la laïcité, qui dit ce qu'elle doit dire. Et puis il y a des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre où les signes extérieurs de religion sont communément admis et où la spiritualité est visible. Qui a raison, qui a tort, je ne sais pas, parce que dans les deux pays, ça ne fonctionne pas très bien. Donc il faudrait trouver un troisième milieu ou une troisième voie à l'expression de la spiritualité pour que tout le monde se sente bien sans se sentir agressé, ce qui n'est pas toujours évident. Mais je crois que ce que dit la révérende Vicky est la force de tout, c'est-à-dire la peur vient de l'ignorance. Donc à partir du moment où on connaît, tout est déjà déconstruit dans nos peurs, quoi. J'ai bien sûr apprécié ce film. Nous avons tous ressenti la profonde humanité qui se dégage de ces expériences. Et justement, dans ces humanités-là, ce qui nous rassemble, comme vous l'avez dit, c'est la connaissance de l'autre et la découverte des autres dans leurs différences. Donc, sortir du blanc, du noir avec des préconçus, mais s'ouvrir à la différence de l'autre. Et c'est peut-être là, en tout cas, moi, c'est ma lecture que je fais de la spiritualité, de ma spiritualité, bien sûr située dans ce contexte français et vendéen, où au fond, le sacré, il est peut-être moins dans les liturgies, moins dans l'idéologie, y compris religieuse, mais le sacré, il est au cœur de chacun de nous, donc dans nos humanités profondes, et donc dans nos espaces de partage, de rencontre et de découverte de l'autre. C'est là que se situe le sacré pour moi. Je vous rejoins complètement, et pour cette journée du 16 mai, juste un petit mot sur la journée du 16 mai, un petit moment d'historique. Elle n'est pas très vieille, elle date d'il y a 5 ans. Elle a été portée par le Cheikh Bentounès aux Nations Unies. Donc le Cheikh Bentounès est un leader soufi d'une des congrégations soufis musulmanes qui a porté ce projet d'avoir cette journée internationale du vivre ensemble en paix. Et donc il y a différentes délégations, dont la délégation algérienne, etc., qui ont proposé cette journée. Elle a été votée à la majorité, à l'unanimité des 194 ou 193 pays en 2017. Donc je vous rejoins assez fort. Là, aussi du côté musulman, des communautés soufis sont
entièrement dans la spiritualité et dans l'internalisation de sa religion, quoi. S'il vous plaît, bonsoir. Voilà. Moi, je me demande pourquoi vous avez eu besoin et qu'est-ce qui vous a animé pour aller si loin, parce que finalement, les différences, malheureusement, et la religion et toutes les différences sur lesquelles vous avez appuyé, on les trouve à 500 mètres de chez nous. Oui, mais c'était même plus gai d'aller plus loin. Non, je plaisante. Non, en fait, je voulais tout simplement pas donner au film un ancrage belgo-belge. Donc je pars de Bruxelles et puis donc là aussi il y a eu beaucoup de discussions sur est-ce que je reviens en Belgique, et il y avait des chouettes histoires entre les scouts musulmans, les scouts catholiques, voilà, donc on est parti sur ces histoires-là. Puis à un certain moment j'ai décidé de ne pas le faire. Encore une fois, c'est un parti pris de réalisateur pour ne pas donner un ancrage belgo-belge. Encore une fois, ce film maintenant est traduit dans 12 ou 13 langues, et donc voilà, il doit vivre l'international, et donc voilà pourquoi il revient pas en Belgique ou en France. Mais vous avez tout à fait raison, il y a plein de choses fantastiques qui se passent chez nous, et ces choses doivent être mises en avant aussi. Et donc généralement, j'ai pas peur, parce que généralement dans la salle il y a quelqu'un qui va s'exprimer, dire moi ce que je fais, et donc voilà, il y aura certainement encore un bel exemple ce soir ou lors du pot où on pourra discuter des exemples de ce qui se passe chez vous aux Herbiers, quoi. Mais voilà, c'est un parti pris aussi de réalisation, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Pour ma part, j'ai l'impression d'avoir reçu le message que le changement vient ou viendra de l'intérieur des gens. Est-ce que c'est une interprétation de ma part, ou est-ce que ça sort de ce film aussi directement de votre part? Vous voulez dire le changement? Le changement éventuellement qui peut être positif pour notre monde ou notre société vient d'un changement intérieur des gens. Ah oui, vous voulez dire... vient d'une évolution intérieure dans la rencontre de l'autre, oui, dans la absolument. spiritualité. Non, absolument, oui. Oui, c'est un processus. Quand j'ai dit à un certain moment, les citoyens qu'on voit ici, ou citoyennes qu'on voit, se lèvent un matin et disent on veut changer le monde. Non, elles se lèvent un matin et disent tout ça, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Si on reprend l'histoire de Kemal, donc c'est le monsieur bosnien qui était dans les camps de concentration serbes, il a mis 16 années à pouvoir pardonner. Donc c'est un très long processus. Léa, la jeune femme au Liban, a travaillé pendant des années dans le monde de l'entreprise pour évoluer sur le plan personnel en disant qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, le Liban, qui est dans une situation si catastrophique. Donc oui, c'est des processus assez longs pour qu'à un certain moment, les gens prennent leur bâton de pèlerin et dire voilà, je veux faire quelque chose pour changer. C'est pas quelque chose qui se fait de façon instantanée. C'est des choix de vie aussi. Je veux dire, c'est des implications personnelles qui à un certain moment dépassent leur simple sphère familiale pour devenir leur vie, quoi. Que ce soit aussi l'histoire de Nujema en Bosnie, etc. Donc oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour le film, c'est vraiment inspirant. C'est un médicament. Merci. Je voulais vous poser une question. Alors moi, je vais revenir vraiment à la genèse du film. J'aurais voulu avoir un petit peu un bref retour sur votre état d'esprit, notamment dans le montage, parce qu'on a tous une inspiration à un moment donné où on a envie de faire quelque chose et on se dit « Ah oui, mais non, j'ai pas les moyens ». Et comment vous avez bâti ce projet, on va dire, sur le plan financier, quelque part, pour aller d'un point à l'autre de la planète, pour être hébergé, pour manger, pour avoir... comment avez-vous convaincu les gens de vous accompagner dans ce projet? Oui. Alors, le film est financé à 100% par des fonds privés. Donc, ce sont des fondations ou des mécènes. Alors, dans mon parcours, quand j'étais enseignant, il y a deux choses que j'ai découvertes en étant enseignant. Je vais vous donner un petit peu de background parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. La première chose que j'ai découvert en tant qu'enseignant, c'est les inéquités scolaires. La Belgique, comme la France, c'est tout en bas du classement de tous les pays de l'OCDE en termes d'écart d'apprentissage entre élèves venant de milieux favorisés et élèves venant de milieux défavorisés. Il y a 3 années pédagogiques d'écart entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés. Ces 3 années, c'est mesuré par les tests PISA tous les 2 ans, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, la Belgique, comme la France, bas du classement.
Et donc, quand j'étais prof, j'enseignais dans des écoles professionnelles, à Molenbeek, donc ce que vous appelez, vous, le ZEP, maintenant c'est le REP, je crois, enfin, grosso modo, vous voyez le type d'école dans lequel j'enseignais. Et là, mes élèves avaient des écarts d'apprentissage énormes. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de changer le système de façon plus structurelle? Et donc, avec d'autres entrepreneurs sociaux, on a créé une association qui s'appelle Teach for Belgium, qui fait partie d'un réseau international qui s'appelle Teach for All, qui est présent maintenant dans 60 pays, il y en a en France d'ailleurs, qui a pour objectif d'aider les enseignants à aller enseigner dans les écoles dites difficiles pour qu'ils aient les bons outils et qu'ils puissent donc avoir cette vision que la réussite d'un élève ne va pas dépendre de son origine socio-économique. Tout ça pour dire que pour créer ce type d'association et avoir les fonds nécessaires pour payer les salariés, etc., et ben, il a fallu aller voir des mécènes, des fondations, etc. Alors, l'avantage de la Belgique, c'est un petit pays. Et donc, à partir du moment où il y a une famille riche qui suit, ben, les autres vont assez rapidement suivre. Ils se connaissent tous. Hein, donc voilà, c'est un jeu de domino. Et donc, j'ai eu la chance, grâce à mon expérience chez Teach et la création de cette association, de pouvoir avoir les bons contacts. Et après, quand j'ai eu ce projet de film, il faut un bon dossier, avoir de bons argumentaires, et puis surtout, il faut être entouré d'une excellente équipe technique, parce que bon, j'espère que vous aurez apprécié la qualité des images, et du montage, et de la musique. Enfin, tout ça, c'est évidemment pas moi qui ai fait ça. Donc, c'est une équipe technique. Il y avait un excellent chef opérateur, une seconde caméra, un ingénieur son, etc., un monteur, musicien, etc. Donc, à partir du moment où on a les bonnes équipes autour de soi, on peut monter un projet qui est crédible et aller trouver le financement nécessaire pour faire ce film. Un film comme ça coûte un demi-million, grosso modo, comme ça vous avez une idée de l'ordre de grandeur, parce qu'effectivement, il faut payer les voyages, il faut payer les techniciens, il faut payer le montage, etc. etc. Voilà. Et aussi, l'avantage d'être financé par des fonds privés et des fondations, c'est qu'il n'y a pas besoin de return sur investissement. C'est-à-dire qu'eux n'attendent pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le maximum de vues, que le message passe. Que le film soit vendu, pas vendu, c'est pas très important pour eux, quoi. Bravo pour ce film. Merci à vous. Je trouvais que c'était très incarné par les personnes que vous présentiez, que leur conviction. La réalité, elle est parfois pas toujours aussi simple. Vous nous montrez les résultats du travail peut-être d'une vie, en tout cas de très longues années qui étaient la leur. Et je me dis, au quotidien, on se heurte aussi à beaucoup de difficultés. Et effectivement, quand on se projette dans le quotidien, on se dit, mais comment on peut... Quels écueils ont-ils dû traverser pour en arriver là? Enfin, moi, je suis admiratif et c'était plus une réflexion en me disant... Une dame parlait de médicaments tout à l'heure. Je me disais, c'est pas mal, le médicament. On le donne à des personnes malades. Donc, encore faut-il reconnaître être malade. Et bon, il y a peut-être pas mal de boulot au quotidien et c'est comment franchir ces écueils-là. Je voulais partager en tout cas ce questionnement qui était le mien à la vision de votre film. Oui, il y a souvent cette remarque, et vous avez raison de la faire, comment se dépasser, comment sortir de ces zones de confort, etc. Moi, j'ai qu'un mot, soyons curieux, soyons curieux, et à partir du moment où la curiosité est un petit peu éveillée en nous, voilà, on ne demande pas à tout le monde de faire des actions comme l'ont fait Léa ou Nujema ou Kemal, etc. Mais si chacun... À notre niveau, nous avons déjà la curiosité de l'autre, celui qui habite au bout de la rue, celui qui travaille avec nous, celui qui joue au football avec nous, etc. etc. C'est déjà ça de gagner, quoi. Merci pour votre film. On a passé un très bon moment. En venant ici, j'avais déjà un a priori. Je me suis dit, je vais sans doute rencontrer des gens qui sont conquis par votre idée et curieux de voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous avez prévu d'aller voir des gens qui, à l'inverse, sont sceptiques pour voir un petit peu leur réaction? Ça m'intéresserait de participer à un débat avec des gens qui sont très sceptiques sur les autres, avec des a priori très forts. Non, j'aime bien cette question. Mais peut-être qu'il y en a dans la salle ce soir, hein, donc ça va peut-être être un peu plus chaud. Mais c'est vrai, vous avez raison. Et c'est vrai, quand j'ai commencé à écrire le film, je dis, mais comment je vais avoir les électeurs de Seymour dans la salle, parce que c'est de ça qu'on en parle, quoi. Alors, je ne vais jamais les avoir dans la salle. À un certain moment, il faut se faire une réalité. Non, ils ne vont pas venir voir ce film. Et même s'ils sont là par accident, parce qu'ils ont pris la mauvaise porte, ils vont rester 5 minutes et puis après, ils ne vont jamais être convaincus. Donc, ce film ne va jamais les convaincre, c'est clair. Par contre,
on peut encore convaincre les enfants des électeurs de Zemmour. Et donc, c'est là où moi, je mets le poids de la distribution, c'est les écoles, les lycées. Quelle que soit leur origine socio-économique, etc. Donc, c'est tourné dans les lycées. En Belgique, le film est reconnu par le ministère de l'Enseignement, il est sur les plateformes pour les profs, il y a des dossiers pédagogiques disponibles sur le site du film, où les profs peuvent télécharger les dossiers pédagogiques. Et j'ai eu l'occasion de projeter le film dans pas mal d'écoles, avec des backgrounds très très différents, où je me dis, alors là je suis vraiment dans la caricature, hein, je me dis, tiens, les parents doivent peut-être voter pour Zemmour. Mais je suis dans la caricature. Hein. Mais après, j'ai eu tout de même des retours de ces jeunes qui me disent, à table, mes parents n'ont pas vraiment les mêmes idées, ça peut être intéressant le repas du soir. Voilà. Si on peut essayer de changer les choses par les jeunes, tant mieux. Mais je suis d'accord avec vous. J'ai eu 2 ou 3 salles où voilà, c'était pas 100% aligné, mais les gens étaient restés polis et bienveillants, quoi. Mais oui, mais voilà, c'est très compliqué de faire venir et d'avoir ce type de débat, mais je serais ravi s'il y a un comité de soutien à Le Pen ou à Zemmour, d'être invité et à projeter le film et à débattre avec eux, avec grande satisfaction. Oui, bonjour. Bonjour. J'imagine que vous avez dû instaurer une sorte de relation de confiance avec chaque personne que vous avez rencontrée et quelque chose de très naturel avec elle. Mais à quel point ça a été difficile, ou vous avez rencontré soit des facilités, soit des difficultés avec la caméra derrière, avec le travail qui doit être fourni. Donc j'imagine des questions bien précises à leur poser. Et comment on crée ce climat finalement naturel, même si j'imagine qu'il arrive assez facilement au départ. Mais comment on allie les deux, finalement? Il y a d'abord une première visite en 2018, où j'étais juste avec un caméraman, on était juste 2, donc pas beaucoup de matériel, donc c'était assez discret. Et puis après, il y a tout l'entretien, pendant que j'étais pas là, par les WhatsApp, par les Messenger, par Facebook, etc. Donc on continue à entretenir comment ça va la famille, et le petit, est-ce qu'il est né, etc. etc. Donc voilà, on s'échange. Et puis une fois qu'on arrive sur place, c'est de prendre du temps. Alors, prendre du temps, sachant qu'on n'en a pas vraiment, parce qu'on est là pour 10 jours, 12 jours. Donc voilà, il faut tout de même aller au plus pressé. Mais voilà, un exemple, quand on débarque dans les camps de réfugiés syriens, on avait généralement entre 120 et 150 kilos de matériel. On débarque pas avec une grosse valise, boum, et non, on reste 1 ou 2 journées sur place. On va voir les chefs des différents quartiers, etc. Donc voilà, il faut que la population nous comprenne ce qu'on fait là, et puis après, on commence à sortir des caméras. Donc ça prend parfois un peu de temps en fonction des situations dans lesquelles on est. Quand on était en Floride avec Rory et Arif, le couple mixte, là on a connu un ouragan, et donc on était vraiment bloqués chez eux, physiquement dans leur maison. Donc là, on était 24 heures sur 24 avec eux, donc là ça nous permettait de tourner assez vite, mais de voir aussi au quotidien comment ils vivaient leur mixité spirituelle et comment les enfants étaient éduqués. Donc, mais ça prend du temps, et effectivement les interviews, en tout cas pour moi, elles étaient très, très calées. Je veux dire, je savais exactement ce que je voulais entendre. Alors évidemment, on ne peut pas le dire, mais ça, c'est pour la petite anecdote behind the scene, que mon équipe technique savait les mots que j'attendais. Par exemple, j'attendais le mot ambassadeur ou d'autres mots. Mais parfois, ça prenait du temps, parfois 1 heure. Donc quand le mot sortait, il me disait « Yeah !» On a le mot. Alors j'entendais l'équipe technique qui disait « Ok, on peut passer à autre chose. » Donc voilà, mais c'est amener les gens sans les obliger. Je veux dire, voilà. Oui, merci beaucoup tout d'abord pour votre film. Merci. Par rapport à ce que vous avez dit et par rapport au vocabulaire, et moi je me pose une question, c'est vous avez dit que vous étiez athée et qu'aujourd'hui vous êtes agnostique. La différence entre une religion qui est humaine, idéologique, et le spirituel qui est divin, ce sont 2 choses différentes. Donc quand je vois votre foi en l'homme, j'ai du mal à recevoir le fait que vous soyez agnostique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il s'appelle Dieu ou Bouddha ou Mahomet. Vous croyez en l'homme.
Et voilà, j'aimerais que vous m'expliquiez ça. Une fois, j'ai croisé une petite jeune fille qui partait sur le chemin de Saint-Jacques, qui avait la coquille, et une gamine de 25 ans, et je lui ai dit comme ça, vous croyez en Dieu, mademoiselle? Et elle m'a dit, je crois en l'homme. Donc je crois que cette jeune fille a une spiritualité comme je suppose que vous l'avez, quoi. Est-ce que je me fais bien comprendre Oui, alors ma position d'agnostique, c'est par rapport à une présence divine. Donc voilà, donc par rapport à la présence divine, je suis agnostique, c'est-à-dire je suis dans le doute. Peut-être oui, peut-être pas. Okay, et alors que ce soit les 3 religions du livre, ou que ce soit le bouddhisme ou d'autres religions. Donc, par contre, croire en l'homme, oui, évidemment, là je suis un croyant à 100%. Et je me retrouve beaucoup plus dans les propos de Malouf à la fin, où Amin dit il y a un élément d'appartenance qui doit primer par rapport aux autres, c'est l'élément humain. Nous sommes embarqués sur la planète Terre, et voilà. Et donc croire en l'homme avant toute autre chose, oui, on est bien d'accord. Moi, je positionnais ma position spirituelle par rapport à un divin supérieur. Voilà. Donc, à partir du moment où on croit en l'homme et on croit en l'amour, comme vous l'avez démontré dans votre film, j'ai du mal par rapport à la sémantique, quoi. Oui, mais je vous l'explique par rapport à Dieu. Mais c'est pas du tout un reproche. Non, je ne prends pas comme un reproche. Pas du tout. Hein. Avec un peu de chance, j'irai au paradis quand même, donc voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui alors, tu as dit que tu avais commencé le film comme athée et tu l'avais fini comme agnostique. Oui. Qu'est-ce qui a fait le changement? Rencontrer tellement de gens dans la croyance. La position d'athée est une position de croyance dans une vérité, qui est de dire il n'y a pas de divin. Quand on rencontre finalement 6 milliards de gens sur Terre, je n'ai pas rencontré 6 milliards, mais bon, beaucoup de gens sur Terre qui sont croyants, je me dis, de quel droit est-ce que j'ai le droit d'imposer ma vision, ou en tout cas d'être assuré de cette vision, que ma vision était correcte. Et donc, à partir du moment où il y a un doute qui s'installe, je me positionne plus comme agnostique en disant, il y a un doute qui s'installe, je n'ai peut-être pas raison. Voilà. C'est aussi simple que ça, hein, je veux dire, c'est pas plus compliqué. En regardant votre film, je trouvais que c'était un parfait résumé de la complexité de la psychologie humaine. On a d'un côté la face sombre, si on peut dire, de tous ces conditionnements philosophiques, idéologiques, politiques, religieux, ce ramassis là, de conditionnements qui nous ont été imposés par nos parents, nos éducateurs, nos chefs religieux, nos chefs politiques, et qui sont prêts à nous faire n'importe quoi, nous rendre fous, et de devenir des bourreaux sanguinaires, comme dans certains cas. Au début du film, c'est assez évident. Mais heureusement, on a quand même un côté positif dans notre inconscient collectif, une valeur de civilisation qui fait que on trouve quand même que c'est plus intelligent de coopérer plutôt que de s'opposer. Et il y a une phrase de Saint-Exupéry que je trouve formidable pour bien résumer tout cela. Il dit « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Je vous la refais. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Oui, je ne peux être que d'accord avec vous. Donc, voilà. Merci pour votre commentaire. Est-ce que quand tu as démarré ce film, tu avais des a priori et oui. qui ont disparu au fur et à mesure du film? Alors, je crois que les a priori ont disparu. Est-ce que c'est pendant le film? Peut-être que c'était en amont du film, par les rencontres que j'ai faites dans le monde de l'enseignement, par les rencontres avec le monde musulman à ce moment-là. Il y a certainement pas mal d'a priori sur cet aspect-là qui a disparu. Ma rencontre avec l'Afrique en 2009 aussi, et le fait que je suis très fréquemment dans ce petit village que vous voyez à la fin, le village de Palmarin, j'y serai samedi prochain, fait que voilà, l'élément black-white aussi, voilà, donc il y a toute une série de... Mon expérience de vie fait qu'il y a des a priori qui disparaissent. Maintenant, je garde des a priori. Il y a les électeurs de Zemmour que j'ai encore les rencontrés. Non, je plaisante. Mais oui, il y a des choses qui effectivement... mais on reste néanmoins, je veux dire,
si je dois être tout à fait honnête, quand on était en Bosnie, le tournage n'était pas facile parce que les tensions en Bosnie existent encore très fortement. Et on ne peut s'empêcher de voir en la personne, au passé dans des villages qu'on sait être serbe ou croate ou bosniaque, on ne peut s'empêcher de penser que le village serbe dans lequel on passe est mauvais. Et je devais lutter contre ça parce que voilà, je tombais dans ce que Scheuer expliquait au début, c'est-à-dire qu'on va limiter la personne humaine à une identité, à une appartenance. Il est serbe, il est mauvais. Voilà, donc, mais voilà, c'est un travail quotidien, je veux dire, sur lequel il faut lutter, ne pas enfermer la personne dans une seule appartenance. L'identité d'une personne est tellement complexe et tellement multiple. La première chose que j'ai pensé en voyant le titre de votre film, c'était dans la campagne d'Emmanuel Macron, sur ses affiches, on le voyait. La question, c'est qui a copié l'autre? C'est lui. C'est lui. Je suis en négociation pour avoir un des droits d'auteur. Ça se passe pas très bien. Donc, mais nous tous a été protégé en 2020, donc c'est bien avant lui. Donc quand j'ai vu qu'il avait pris ça, je me dis jackpot. Mais non, ça marche pas. Donc non, j'étais avant lui. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris pendant ce film ou à l'issue du film? Enfin, est-ce que tu as été étonné par certaines choses? Pendant le tournage, il y a des choses amusantes pendant le tournage. Par exemple, quand j'étais en Indonésie, qu'on suivait Ella et Mishka, donc les deux jeunes filles, Ella étant la chrétienne et Mishka la musulmane. Donc elles se rencontrent lors de cette fête, etc. Elles deviennent un peu copines et elles désirent aller voir le lieu de culte de l'autre. Donc ça, c'était pas prévu. J'aurais dit génial, on va organiser ça. Tu vas aller voir l'église, puis tu vas aller dans la mosquée, etc. Et puis j'interroge Mishka, je dis tiens, qu'est-ce que tu voudrais vraiment poser comme question à Ella? Qu'est-ce qui te tracasse dans sa religion, dans sa chrétienté, etc. Qu'est-ce que tu voudrais vraiment savoir d'elle? Et Mishka prend le temps de réfléchir, et puis elle me dit moi, je voudrais vraiment savoir pourquoi dans les églises, on peut garder les chaussures et pas dans les mosquées. Donc voilà l'élément crispant sur lequel, comme quoi, si ça se limite au port des chaussures, on peut très vite l'expliquer, quoi. Mais j'ai eu les mêmes types de réflexions dans les camps de réfugiés syriens. C'était des sunnites. Et donc je leur demandais la différence entre les sunnites et les chiites, etc. Et donc je croyais qu'ils allaient me parler du 4e prophète. Et puis alors ils réagissent, ils me disent c'est la manière dont on met les mains pour prier. Donc il y en a un comme ça, il y en a un comme ça. Et je dis ok, donc c'est pour ça que vous faites la guerre? Et puis visiblement il dit non, ça doit être autre chose, mais on ne sait pas très bien. Donc voilà, comme quoi, pour revenir à la question, à l'observation de monsieur, tout est politisé. Je veux dire, l'élément religieux dans les conflits, il reste anecdotique. Je veux dire, les jeunes que j'ai interviewés à Tripoli, qu'on voit à l'image, racontaient que le matin, ils partaient prendre leur Kalachnikov, ils étaient payés 5 ou 10 dollars et ils tiraient, puis le soir, ils remettaient leurs armes et le lendemain, ils faisaient le boulot, quoi. C'était des seigneurs de guerre qui voulaient s'approprier un territoire. Alors, ils tiraient sur des alaouites ou sur des sunnites, mais l'aspect religieux est complètement n'est plus présent. Je veux dire, c'est vraiment une récupération politique, et même la guerre de Bosnie était une récupération politique créée par Tito, etc. On va pas refaire toute l'histoire, mais voilà. Moi, personnellement, je crois aux religions. Le problème, ce sont les fidèles. Donc, à partir du moment où il y a une mauvaise utilisation, c'est là où il y a les dérapages. À Molenbeek, alors, ça se passe comment? Beek. Molenbeek. Voilà, bien. Beek, ça qui se veut passe dire comment? le ruisseau. Oui. Mais c'est bien, Molenbeek. Oui. C'est bien. Alors, c'est multiculturel. Il y a 164 nationalités qui habitent dans cette commune. Et voilà, je crois que malheureusement, il y a eu un certain nombre de terroristes et de personnes qui sont partis combattre en Syrie, etc., qui sont issus de cette commune-là. Et donc, dans la presse internationale, c'est devenu une commune qui, partout dans le monde, a une tellement mauvaise réputation, mais c'est une commune qui reste très, très agréable, mais très, très, très multiculturelle. Et donc, enseigner là, ça demande pas mal de créativité, mais c'est passionnant. Donc, si vous allez à Bruxelles, allez à Molenbeek.
Visiter Molenbeek. En tournant le film, êtes-vous devenu optimiste pour qu'on puisse avoir ce monde multi-identitaire harmonieux? Alors, je préfère le mot espoir qu'optimisme. L'optimisme est quelque chose de fugace. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un d'optimiste, puis tout d'un coup, baf, il y a la guerre en Ukraine, et on se dit, ah, dans quel monde on vit. L'espoir, c'est quelque chose sur le plus long terme. Donc je garde espoir. Si on regarde la marche du monde sur une période de 100 années, grosso modo, le monde, il va mieux. Il y a moins de paupérisation, l'alphabétisation augmente, etc., etc. Donc voilà, si on voit ça sur un temps d'horizon un peu plus large. Mais je crois que sur le long terme, on va y arriver. Alors, à l'heure actuelle, on est vraiment entre deux forces, les forces du bien et les forces du mal. On est dans un monde où on est vraiment dans du 50-50. Si on regarde le résultat des élections, que ce soit au Chili, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France maintenant, où pratiquement on est dans du 50-50, le monde se bipolarise très fortement entre les forces du bien et les forces du mal. Qui va l'emporter? Je ne sais pas. J'espère que ce seront les forces du bien, mais je ne sais pas. Donc il y a une course. Il y a une course contre la montre, et donc c'est pour ça que c'est important de montrer des choses positives aussi. Alors, parfois on dit que ce film est un film naïf, je l'assume complètement. C'est un parti pris d'avoir montré des histoires positives. Alors les 5 premières minutes parlent de la problématique, puis après on part sur des histoires qui sont positives. Mais les médias à l'heure actuelle sont tellement de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on nous parle absolument en permanence de la peur, des difficultés, etc., que je crois que le spectateur dans la salle va remettre l'église au milieu du village et de se dire, bon, entre le film extrêmement positif et ce que je vois aux news tous les soirs, il y a un juste milieu qui est un monde qui avance. Et j'espère que, encore une fois, il avancera dans la bonne direction. Je sais pas. Mais je garde espoir, oui, évidemment. Je voulais revenir sur un petit aspect qui m'a intéressé particulièrement. C'est cette jeune femme qui incite les autres, toutes les communautés qui sont autour d'elle, à faire du sport. Et alors, je ne sais pas s'il y a dans la salle des gens qui pratiquent des sports de longue durée, style course à pied, vélo, natation par exemple. Moi, j'en fais partie de ces gens-là. Et j'ai remarqué que quand on pratique une activité physique sportive assez longue, il y a ce qu'on appelle une production d'endorphine qui fait que quand vous avez terminé, en fait, vous avez les idées claires, vous vous sentez bien. Et en fait, vous n'avez pas du tout d'animosité envers qui que ce soit, même pas envers les adversaires si vous en avez à ce moment-là. Au contraire, même vous dites, heureusement qu'il était là, parce que s'il n'avait pas été si bon, je ne me serais jamais dépassé à ce point-là. Oui, alors l'histoire de Nujema est assez fascinante. Ce que vous ne voyez pas à l'écran, c'est évoqué. Donc, on raconte l'histoire de son papa qui était imam du village, qui était immolé, etc. On ne raconte pas après le fait que sa maman se soit remariée avec un Syrien qui était venu faire le djihad en Bosnie. Donc, c'était un monsieur extrêmement convaincu par les idées de l'islam. J'ai rencontré la maman de Nujema qui porte la burqa complète, donc j'ai juste vu ses yeux. Donc elle vient d'une famille très très religieuse. J'ai rencontré son papa qui sortait de 9 années de prison en Bosnie pour des histoires diverses, mais donc c'est un monsieur qui, voilà, de l'extérieur a une longue barbe. Enfin, et donc je lui ai posé la question sur, tiens, qu'est-ce que vous pensez de votre jeune fille? Alors c'est pas le père biologique, mais enfin bon, il l'a adopté quand elle avait 4 ans, donc c'est comme sa fille qui fait du sport maintenant. Est-ce que c'est en lien avec les convictions, parce qu'elle nage quand même, etc. Alors elle m'a dit, mais c'est absolument extraordinaire, elle m'a appris à rouler en vélo. Donc voilà, donc comme quoi les jeunes générations peuvent aussi faire bouger les parents. Donc je ne crois pas que Nujema perde de la lucidité après avoir couru. Je crois qu'elle est investie d'une passion en l'humanité, portée par sa foi. D'ailleurs, au tout début, quand elle faisait du triathlon, elle avait un gros problème parce qu'elle nageait en burkini, donc c'est pas possible. Et donc, elle a inventé une ligne de sport que maintenant elle commercialise pour que les femmes musulmanes puissent faire du triathlon et nager néanmoins en lien avec les préceptes de l'islam. Donc voilà, comme quoi on peut être créatif à tous les niveaux, quoi. Bonsoir, merci. Bonsoir. Moi, j'ai été marqué par votre film avec le même ton que le film Demain, où justement, à chaque fois, l'idée n'est pas de montrer le côté moche de la chose, mais de
montrer que le côté positif. Alors après, c'est naïf, on en dit ce qu'on veut. Est-ce que Demain vous a inspiré? Est-ce qu'à un moment vous avez fait ce rapprochement? Est-ce que vous avez rencontré les gens qui ont travaillé sur Demain? Non, j'ai pas rencontré Cyril, mais par contre le film m'a profondément inspiré. Oui, c'est clair que je l'ai regardé 17 fois, je l'ai analysé, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui marche. Donc voilà, oui. Et je suis content à chaque fois qu'on en fait on en fait référence, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a inspiré dans son montage, dans sa dynamique, dans le rythme qu'il donnait, etc. Donc voilà, j'ai essayé de pas copier, mais de m'en inspirer. Voilà, oui, clairement. Et alors, il y a un autre film également, En quête de sens, oui. Réalisé par Marc de la Ménardière, qui est voisin, en Grande-Vendée, à côté de Bressuire, Ouais. Ouais, que nous avons reçu au Serra d'ailleurs. J'ai l'impression que la France, maintenant, c'est la Grande-Vendée, quoi. Bientôt. Je voudrais te présenter quelqu'un, Pierre, qui est dans la salle, qui s'appelle Jean-Marie Poirier, qui est grand vendéen, bien sûr, et qui va à la rencontre, des autres. Il fait des interviews. Et peut-être que, Jean-Marie, ça t'a inspiré quelque chose, ce film, par rapport au travail que tu fais, qui est Pause vagabonde. Vous avez sans doute vu sur les réseaux sociaux les interviews que Jean-Marie Poirier fait. Et merci pour la publicité, déjà. C'était pas prévu. Et moi, depuis bientôt 1 an, je vais à la rencontre des gens que je ne connais pas sur le département, pour en faire un portrait à la fois sous forme de photos et de récits, où je raconte le parcours de vie de la personne. Pour dire que j'aime bien le côté naïf aussi de la présentation qui a été faite, parce que, comme vous le dites justement, ce que nous envoient les médias aujourd'hui, c'est tellement anxiogène, c'est tellement négatif, que ça fait du bien d'entendre des paroles plus positives, plus tournées vers l'espoir. Donc c'est ce que j'essaie de faire au niveau du département. Eh bien voilà, ça s'appelle Pause vagabonde. Très bien. Voilà un bon exemple. Voilà, c'était la page de publicité. Et arrête de parler de département, Jean-Marie. La Grande Vendée. Voilà. Eh bien, peut-être tu as envie de nous dire un mot de conclusion, Pierre? Le mot de conclusion, c'est plutôt, je vais vous demander 2 choses. La première chose, c'est si vous avez aimé aller sur les réseaux sociaux, likez la page Facebook et Instagram. Il y a quelque chose de très concret que vous pouvez faire, c'est signer la Déclaration universelle du vivre ensemble en paix. Donc ça, c'est très facile. Vous avez sur le site www.16mai.org. Là, vous allez lire la déclaration, et si évidemment vous adhérez aux propos de la déclaration, signez-la. C'est quelque chose que tout le monde peut faire de façon très facile. Donc le film sort cette semaine de façon internationale. Donc on a eu la chance d'être porté par 450 organisations dans 52 pays qui relaient le film par des liens YouTube. Donc allez aussi... parlez-en, que les gens se connectent sur YouTube. Vous allez trouver assez facilement le film ça s'appelle All of Us, le film. Donc voilà, c'est quelque chose qui... Parce que le but, encore une fois, c'est qu'il soit vu par la plus grande majorité des gens. Et la deuxième chose que je voulais demander, hier, j'étais à Grenoble et j'étais face à un public de lycéens. Et j'ai eu une super photo d'eux levant les mains. Donc je vais faire une photo de vous levant les mains. Combien de pays tu as dit? 52 pays. 52 pays, dont la Grande Vendée. Dont la Grande Vendée, non, ça 53 alors, c'est 53e pays. Attends. Alors là, vous allez rester sérieux. Voilà, comme ça, vous êtes parfait. Voilà. Et là, vous allez lever les bras. Plus haut, plus haut, plus haut. Génial. Vous serez tous sur les réseaux sociaux demain. Voilà. Bravo et merci, merci Pierre à vous. Pirard. Merci.